Bonjour à toutes et à tous. Du coup, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chargée de mission compréhension de comportement de consommation au LIT depuis un peu plus d'un an maintenant. Et du coup, je vais essayer de synthétiser un peu tout ce qu'on a fait depuis mon arrivée sur l'axe consommation. Et plus particulièrement, je vais vous parler de l'étude qualitative qu'on a menée cette année. Donc un petit récapitulatif sur l'objectif de l'opération, donc qui a commencé en juin 2022. C'était d'abord d'analyser les évolutions de consommation de produits animaux en France et de façon plus spécifique de produits carnés et d'essayer de remettre ça dans le cadre plus général des évolutions des régimes alimentaires. Essayer de comprendre ces comportements de consommation et surtout les déterminants qui vont les sous-tendre et qui vont mener à ces évolutions. Ah oui, ok, c'est que j'ai pas les mêmes... Donc comprendre les comportements de consommation et les déterminants, et apprécier les facteurs qui vont conditionner les régimes alimentaires à moyen terme, donc environ 10 ans. Et dans ces régimes, comment se situent les consommations de produits carnés et les leviers d'action qui pourraient jouer sur ces facteurs. Et donc, comme on est au LIT Ouesterel, forcément avec un focus particulier sur le bien-être animal. Donc on a structuré cette opération en deux phases. D'abord, la structuration et la vulgarisation de connaissances autour des comportements de consommation de produits carnés. Donc comme je vous disais, ça a débuté en juin 2022 et donc là on est sur la fin de cette première phase qui se terminera en décembre 2023. Et donc plus particulièrement dans cette phase, on a fait un état de l'art des recherches bibliographiques qui est maintenant terminé et une étude de terrain à la fois qualitative et quantitative. Donc la partie qualitative est sur la fin et le quantitatif est à débuter et donc on aura les résultats à la fin de l'année. Tout ça pour préparer une phase un peu plus opérationnelle qui commencera en début 2024 et qui aura pour objectif d'essayer de mieux valoriser les produits BEA avec notamment des ateliers d'idéation en focus group et création de concepts marketing et des expérimentations en magasin. Donc avant de vous présenter un peu plus en détail l'étude qualitative, je vais revenir sur quelques éléments de contexte, même si ça a déjà été pas mal fait par les intervenants précédents. Au niveau des dynamiques de la consommation de produits carnés aujourd'hui. Donc on a effectivement une baisse tendancielle, mais finalement qui est vraiment à nuancer, comme l'a expliqué notre premier intervenant, des produits carnés en France depuis les années 90. Pourquoi elle est à nuancer ? Déjà parce que les Français conservent une image très positive de la viande dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes qui sont faites. Et sur les trois filières, bovine, porcine et avicole, il n'y a vraiment que la consommation de viande bovine qui a chuté fortement sur les quelques dernières années, une dizaine de dernières années. Mais on a une stabilité des produits porcins et on a même une légère hausse des produits avicoles, notamment sous l'impulsion de la restauration hors domicile et des plats préparés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits carnés, ils ont vraiment une haute valeur symbolique pour les consommateurs et ce sont des forts marqueurs sociaux. Donc dans une logique d'inversion des marqueurs sociaux, c'est-à-dire qu'avant, les produits carnés étaient réservés plutôt à l'élite et plutôt voilà, aux gens qui avaient du pouvoir. Maintenant, c'est plutôt les catégories socio-professionnelles les moins favorisées et les jeunes qui vont être les plus gros mangeurs de produits carnés. Et les catégories de consommateurs qui ont le plus diminué depuis les années 2020, ça va être les consommateurs de charcuterie et de viande brute. Maintenant, au niveau de l'arbitrage qualité-prix et du bien-être animal, un des points importants à avoir en tête, c'est qu'accepter un prix plus élevé pour un consommateur, ça veut dire, ça s'explique en partie par une meilleure qualité supposée des produits qu'on va acheter. Et la définition de la qualité des produits carnés par les consommateurs, elle va être différente de celle des professionnels. Notamment, elle va être moins technique et elle va être plutôt fondée sur des croyances et des savoirs empiriques que sur des connaissances. Ensuite, la hiérarchisation des critères d'appréciation des produits carnés et l'arbitrage qualité-prix, il va différer en fonction de la sociologie des consommateurs qui vont avoir chacun une norme sociale de la qualité qui va être différente les uns des autres. Et donc, il va se rattacher aussi à différentes communautés de mangeurs avec différentes appréciations. Le bien-être animal aujourd'hui, en fait, c'est plutôt un critère de non-consommation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bien-être animal, on va décider de ne pas consommer le produit. Mais ce n'est pas forcément un critère d'achat. Et les considérations pour le bien-être animal, elles vont être généralement moins importantes dans la hiérarchisation des critères d'appréciation,
des produits carnés que celles pour la santé ou le plaisir de manger. Et ça pour tous les mangeurs, sauf pour les végétariens et les régimes sans viande de manière générale, pour qui le bien-être animal est cité dans les premières motivations principales d'adoption du régime. Les informations disponibles sur le niveau de bien-être animal des produits carnés vont affecter positivement l'appréciation des produits par les consommateurs, donc le consentement à payer, mais ça à condition qu'elles soient vues, perçues et comprises par les consommateurs. Donc pour aller plus loin sur ces sujets, je vous invite à écouter 4 séries de podcasts qu'on a réalisées, qui sont disponibles sur notre site internet, notre chaîne YouTube et Spotify, et donc sur 4 grandes thématiques. La première, c'est les transformations sociétales et les grandes tendances alimentaires. La deuxième, c'est les comportements de consommation face aux produits animaux. Est-ce qu'on consomme vraiment moins ? Ensuite, les facteurs d'appréciation des produits animaux. Entre qualité, confiance et prix, comment est-ce que les consommateurs choisissent leurs produits ? Et le marché des alternatives aux produits animaux. Sur chacune de ces séries, vous avez aussi en accès libre sur notre site internet des fiches de synthèse au format écrit que vous pouvez retrouver. Et en complément, si ça vous intéresse, on a réalisé un webinaire Produits carnés, nouvelles tendances, quelles pratiques au XXIe siècle, qui se trouve en replay sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur l'étude qualitative qu'on a menée cette année, qui visait à cartographier les consommateurs de bien-être animal et leurs drivers, ou plutôt leur motivation, à la fois partir des imaginaires pour aller jusqu'aux pratiques. Donc les objectifs de cette étude, c'était de caractériser un segment cible de marché bien-être animal. Donc à la fois identifier les freins et les leviers à l'intégration de produits issus d'élevage plus respectueux du bien-être animal dans les pratiques d'achat et de consommation des individus, s'intéresser à la qualité perçue des produits animaux, donc questionner la place du bien-être animal dans l'appréciation de ces produits, est-ce que c'est central ou est-ce que finalement c'est un prétexte, et quelle représentation du bien-être animal pour quel imaginaire de marque. Comment on a fait ça ? Au niveau de la méthode, on a utilisé des méthodes ethnographiques. On a fait 15 entretiens individuels d'1h30 à domicile, donc directement chez les gens, ce qui nous a permis d'observer les modes de vie et l'univers matériel dans lesquels évoluaient les individus, donc comprendre vraiment comment ils vivent et aller un peu plus loin que juste ce qu'ils mangent ou ce qu'ils achètent. Partir des pratiques pour s'intéresser aux motivations, donc théorie des pratiques, si ça vous intéresse, on pourra en rediscuter. Déterminer les profils de mangeurs, les pratiques et le rapport aux produits, et confronter leur discours aux pratiques, puisqu'on est allé jusqu'à fouiller dans leurs placards, dans leur frigo, et vraiment repartir de ce qu'ils avaient chez eux. On est allé un petit peu plus loin avec 5 de ces consommateurs, où on a fait des parcours en magasin. Donc on les a accompagnés dans leur magasin de référence avec eux pour voir ce qu'ils achetaient, ce qu'ils prenaient, et ça nous a permis de nous centrer un peu plus sur le moment d'achat, et donc qu'est-ce qui se joue face au linéaire, ce que les consommateurs voient, perçoivent, ce qui est invisible pour eux dans le magasin, leurs habitudes d'achat et l'importance ou non d'avoir un commerçant, d'avoir une étiquette, d'avoir un label ou pas sur les produits qu'ils choisissaient. Donc, comment on a choisi nos 15 enquêtés ? En fait, l'idée, c'était de partir d'un groupe de personnes qui veulent partager les mêmes pratiques. Donc là, en l'occurrence, déclarer s'intéresser au bien-être animal et déclarer le prendre en compte quand ils achètent des produits carnés. Et voir en fait ce qui vont les relier et ce qui vont les différencier les uns les autres. On a fait ça pour des régions logistiques en région nantaise. On a interrogé 5 urbains, 5 ruraux et 5 périurbains. Alors ça, c'est à nuancer parce qu'en région nantaise, du coup, les zones rurales, on ne va pas avoir les mêmes zones rurales qu'en Mayenne, par exemple. Au niveau des profils sociologiques, on voulait une mixité homme-femme, même si de fait, dans ce genre d'études, il y a souvent, les femmes sont surreprésentées. Donc là, on avait 6 hommes et 9 femmes. On voulait une hétérogénéité de l'âge, donc toutes les générations étaient représentées. Hétérogénéité des foyers, donc à la fois monofoyers, des familles, aussi des colocations. Et hétérogénéité des styles de vie et des catégories socio-professionnelles, mais sans contrainte de budget trop importante. Alors là, je sais que vous allez tous se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis des gens qui regardent le prix avant, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur les questions de bien-être animal. Et donc, si on fait vraiment une mixité et qu'on a des gens qui sont vraiment sous contrainte de budget importante, on va avoir du mal à tirer les informations de le bien-être animal pour eux. En fait, ils vont déterminer leur choix plus par le prix des produits. Et donc, on va avoir du mal à voir un petit peu ce qui ressort par rapport au bien-être animal. Donc c'était vraiment un parti pris.
Et au niveau des critères spécifiques, il fallait que tous ces consommateurs fassent la majorité de leurs courses en GMS et qu'ils soient clients U ou Carrefour, puisque ce sont nos partenaires. Donc les résultats qu'on a obtenus, ce sont en fait des matériaux de travail et de réflexion qui vont nous servir pour la phase opérationnelle. On a un film ethnographique d'une 20aine de minutes qu'on a décidé de ne pas diffuser ici, mais qui sera accessible sur notre site internet et notre chaîne YouTube, et qui permet d'illustrer en fait les grandes lignes de l'étude et de repartir précisément ce que les consommateurs ont dit. Et donc ça donne un peu plus de corps, un peu plus de vie à l'étude. On a 4 personas, donc en fait, qui sont des cibles marketing. Donc en marketing, les personas, c'est des personnages semi-fictifs qui vont représenter un ensemble de consommateurs qui partagent une même problématique par rapport à une offre. Donc là, l'offre bien-être animal. Et donc ces personas, ils vont nous permettre d'imaginer des concepts et des façons de mieux valoriser le bien-être animal auprès des consommateurs. Donc vous avez les quatre ici, je reviendrai dessus après. Et on a identifié certains leviers, des grands enseignements de l'étude et des messages sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour mettre en avant les produits bien-être animal. Donc les 4 personas, ils sont illustrés ici par des verbatims. Donc le premier, c'est l'émotif. Peut-être que c'est psychologique et que c'est le goût de la culpabilité qu'il n'y a pas. Ensuite, vous avez l'engagé en dessous. Il faut faire attention à ce que l'on mange pour sa santé, pour le bien-être animal, pour l'environnement, et essayer de faire un mix pour que tout le monde y trouve son compte. Vous avez aussi le traditionnel, revenir à l'agriculture d'il y a un moment, où on produisait moins mais mieux, et le personnel. J'ai beaucoup de gratitude pour les animaux que je mange, je leur dis merci d'être dans mon assiette, de me donner des protéines et de la force pour attaquer la journée. Donc je vais revenir un petit peu plus précisément sur ces 4 personas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils seront mis en ligne aussi sur le site internet et il y aura beaucoup plus de détails. Là, je vais revenir juste sur certains points pour les illustrer. On va commencer par le premier axe, qui est la représentation du bien-être animal par les consommateurs. Donc si on reprend nos 4 personas, comment est-ce qu'ils imaginent le bien-être animal ou qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Le premier, l'émotif, une bonne vie, une bonne mort, une bonne alimentation. Alors là, on voit que c'est une définition assez basique du bien-être animal. Donc là, chez les émotifs, on a vraiment une articulation de leur discours autour de la souffrance animale, plus que du bien-être animal. Pour eux, il y a un problème de la mauvaise vie et de la mauvaise mort, notamment autour des questions d'abattage rituel, la torture des animaux en abattoir et de la maltraitance. Mais le problème, c'est pas d'élever ou de tuer des animaux, c'est vraiment quand c'est mal fait. Le bien-être animal, pour eux, c'est une question éthique et morale qui va questionner vraiment la part d'humanité de chacun. Il y a une critique de l'éthique de la rentabilité avant tout et du capitalisme qui va à la fois ne pas respecter le consommateur et qui va lui mentir. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'articule autour des visions, des images de L214 qui sont diffusées sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Ensuite, l'engagé, si on respecte la nature, on respecte aussi l'animal et l'humain derrière l'animal. Le bien-être animal, c'est une question qui touche tous les champs de la vie, hyper globale et hyper complexe. Donc ça va être vraiment le persona qui va avoir la vision la plus holistique du bien-être animal, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer dans les questions de bien-être animal d'autres questions, notamment liées par exemple à la juste rémunération des éleveurs ou autre. Ça va toucher vraiment tous les champs de la vie pour eux. Ils ont aussi une vision réenchantée de la nature et du monde paysan, ils se posent la question de la permaculture, ils vont chercher des informations dessus. Il y a la construction d'un discours politique du bien-être animal, c'est-à-dire de la défense des petits éleveurs et de la paysannerie face à l'agro-industrie. Et une quête de naturalité qui est plus importante, avec un peu une vision réenchantée de la nature et de la nature sauvage, et une idéalisation de l'animal sauvage, et notamment issu de la chasse. Le personnel ensuite, je trouve ça malheureux de tuer une bête comme le cheval pour tuer une bête, juste pour la consommer, alors qu'elle sert à l'agrément, elle a une utilité. Donc là, on a vraiment une différenciation entre les animaux utiles, qu'on trouve beaux ou qui sont sympathiques, et les autres qu'on peut manger. Le bien-être animal, pour eux, c'est une question de valeur personnelle, et chacun a sa définition et sa perception. Et donc, c'est pas grave si tout le monde n'est pas d'accord, mais du coup, c'est à chacun de choisir les valeurs qui leur sont propres et qui veulent mettre derrière le bien-être animal. On a un discours du bien-être animal qui va être centré autour de ses conséquences sanitaires. Par exemple, ils vont avoir en tête les images d'entassement d'animaux, et pour eux, ça va être des conditions hygiéniques un peu douteuses et sanitaires un peu douteuses, donc ça va leur faire peur pour leur propre santé.
Pour eux, le bien-être animal, c'est une question idéologique qui va servir de support à la polarisation du monde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des discours très engagés de chaque côté, pro bien-être animal, anti, et du coup, ça va vraiment se confronter. Mais du coup, c'est plus un... Comment dire, on va se servir du bien-être animal pour avoir d'autres propos et pour faire mener d'autres guerres idéologiques. Le traditionnel, le petit poney dans les prés, celui qui fait des compétitions et celui qui est mangé, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc là, on a une construction du bien-être animal par le faire soi-même et donc de l'autoproduction aussi. Le bien-être animal découle du bien-être de l'éleveur et la défense des valeurs traditionnelles de l'élevage, donc les savoir-faire des grands-parents, et on a une grande confiance en l'éleveur ou en l'artisan boucher-charcutier, et une expérience souvent positive de la ruralité. Donc là, pour eux, le bien-être animal, ça va être aussi très lié au bien-être de l'éleveur et aux questions sociales. De manière transversale, qu'est-ce que c'est le bien-être animal pour les consommateurs ? En fait, le bien-être animal, il va être majoritairement associé à quelques points. Donc l'élevage en extérieur, avec une occurrence du terme gambader, et ça, quel que soit le type d'animaux dont il parle, il faut que les animaux puissent gambader. On a des animaux bien nourris. Donc là, c'est lié au principe d'incorporation, c'est-à-dire que les consommateurs vont penser intégrer les qualités et les caractéristiques des aliments qu'ils intègrent. Donc si un animal est mal nourri, il va être entre guillemets contaminé et du coup on risque aussi de se contaminer en le mangeant. C'est aussi associé au lien que l'éleveur entretient avec ses animaux et à la taille de l'élevage. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on va avoir la création d'un lien entre l'éleveur et l'animal qui est favorisé dans les petits élevages parce que l'éleveur peut passer plus de temps avec ses bêtes. Et donc, avec chacune d'entre elles, voilà. On a aussi une importance de l'anthropomorphisme, donc ce qui est bon pour l'homme est bon pour l'animal. Ensuite, il est plus facile pour les consommateurs de définir les mauvais élevages et le mal-être que le bien-être animal. En fait, leur définition du bien-être animal, elle apparaît en creux dans leur discours, mais jamais de manière objective. Ils vont toujours parler en termes négatifs, avec un champ lexical très négatif, par exemple la souffrance, la maltraitance, mais rarement de bien-être animal vraiment. Et les définitions du bien-être animal qui sont données, elles vont toujours se faire en opposition aux mauvaises pratiques dont ils ont entendu parler. Et en fait, ils connaissent très peu de bonnes pratiques ou d'initiatives qui ont été mises en place par rapport au bien-être animal. Et donc, les définitions, elles se construisent en fait généralement en réaction aux images qui sont diffusées par L214 ou les associations animalistes, et donc toujours en réaction à quelque chose qu'ils considèrent comme mauvais qu'ils ont vu. Là, je vous ai mis quelques exemples, je vous ai mis les exemples de toutes les mauvaises pratiques ou les problématiques qui sont identifiées par les consommateurs, donc j'aurai pas le temps de revenir sur chacune d'entre elles. Mais voilà, vous avez un point. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les questions du bien-être animal, elles sont plutôt des supports aux critiques sociétales, plus qu'un sujet en soi ou à part entière. Et en fait, les pratiques qui sont citées ici, elles renvoient souvent à d'autres problématiques qui sont parfois loin de l'alimentation ou de l'agriculture. On a par exemple des thématiques de religion, de politique, de genre, etc. Et quand on les questionne plus précisément sur les problématiques qu'ils identifient directement liées au bien-être animal, en fait, il y a vraiment peu de problématiques qui sont directement en lien. Et donc maintenant, tout ça, comment est-ce que ça se concrétise dans les pratiques ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, comment les consommateurs jugent du niveau de bien-être animal des produits qu'ils achètent ? En fait, il n'y a pas vraiment de référent culturel fort sur le bien-être animal qui leur viennent en tête. Du coup, les consommateurs vont avoir du mal à penser le bien-être animal. Et donc, ça va entraîner le développement d'une pensée analogique entre l'animal et le végétal. Et souvent, les critères de qualité qui vont être attribués à une viande bien-être animal, ça va être souvent les mêmes que ceux d'un bon légume, mais qui vont être transposés du coup pour les animaux. Donc là, je vous ai mis une petite illustration. Une bonne viande, c'est un animal à qui on n'a pas donné de médicaments pour qu'il pousse plus vite. Voilà, donc c'est juste une question de champ lexical, mais en fait, on voit la confusion aussi du coup dans le discours des consommateurs. Ensuite, l'appréciation du niveau de bien-être animal, il se fait beaucoup par les sens. Donc ça, c'est de manière générale pour les produits carnés. On a une importance des sens. Et du coup, pour le bien-être animal, ça va être beaucoup la grosseur, la taille des choses qu'ils achètent. Par exemple, un bon poulet qui a été bien élevé avec du bien-être animal, ça va être un gros poulet, un poulet gras. Et donc ça va être un marqueur important du bien-être animal du poulet.
et du coup la couleur du produit aussi. Ensuite, si la plupart des consommateurs admettent qu'ils n'ont pas d'expertise sur le sujet, ça on me l'a souvent dit, en fait je sais pas, moi c'est pas moi l'expert, donc je peux pas vous dire. Ils déplorent aussi un manque d'informations et de critères objectifs avec lesquels ils pourraient comparer les différents produits en magasin. Donc pareil, je vous ai mis plusieurs exemples qui ont été dits. On s'en fout que ça soit vert à paillettes ou le plus joli logo. Il faut être honnête, c'est pas ça qui compte, c'est d'avoir les vraies informations pour être capable de comparer ce qui est comparable. Ou quand on choisit entre 3 modèles d'aspirateurs, on demande une comparaison. On a une liste de critères et les informations en face pour chacun des produits qu'on a choisis. On n'a pas ça dans l'alimentation et encore moins sur le bien-être animal. Par contre, il y a pour les consommateurs des labels qui vont être associés, plus ou moins en fonction des consommateurs et en fonction des labels, mais qui vont quand même être associés au bien-être animal. Donc le plus associé, ça va être le label rouge, qui est connu et certifié. Donc pour les consommateurs, c'est un label historique qui va inspirer confiance. Et même si on ne sait généralement pas dire ce qu'il y a derrière, on a confiance en ce label. Ça va aussi renvoyer à une certaine nostalgie du passé. Donc les grands-parents et les parents, par exemple, en achetaient. Donc on va aussi avoir confiance en ça. C'est synonyme de plein air pour les consommateurs, donc c'est favorable au bien-être animal. Et on a une image de l'élevage traditionnel français qui renvoie au local et au régional, donc c'est aussi signe de confiance pour les consommateurs. Ensuite, on va avoir le label bio. Donc là, un cahier des charges plus humain qui va favoriser le bien-être animal et donc le lien des éleveurs à leurs animaux. Il est associé au moins industriel, donc à plus de bien-être animal. Donc ça fait partie du processus. Je ne vois pas du bio se faire dans des élevages en batterie. Ou si on respecte la nature, on respecte aussi les animaux. Et le bio est fait pour manger sainement. Donc si c'est sain, il y a forcément du bien-être animal. Ou en tout cas une absence de mal-être. Et enfin, on a le label Viande de France, qui limite le transport, donc le stress des animaux. Plus de réglementation et de surveillance, donc moins de maltraitance. Et il est aussi fortement associé au local, au familial et au petit, donc des élevages plus petits et plus familiaux, plus de liens entre les éleveurs et les animaux. Et en fait, on a un peu une idéalisation de la tradition française de l'élevage. Voilà. Donc je précise, ce que j'ai mis là, c'est ce que disent les consommateurs, c'est pas... voilà. Donc maintenant, si on reprend nos personas, nos 4 personas, l'émotif, lui, il va aller plutôt vers des marques historiques ou qui vont faire appel à des valeurs dites traditionnelles, ou en tout cas qui considèrent comme traditionnelles. On va avoir des labels comme le label rouge, bleu, blanc, cœur, et c'est aussi un des seuls personas qui va essayer de se questionner sur le bien-être des animaux au-delà de la consommation de viande ou de produits carnés. Ils vont aussi regarder pour les cosmétiques. Donc, on va retrouver des labels liés aux cosmétiques chez eux. Et ils ont un intérêt pour l'étiquette AEBEA qui est assez élevé. Si on prend maintenant les engagés, eux, ils vont aller plutôt vers des marques avec mention naturelle, qui vont mettre en avant les agriculteurs. On va avoir des labels bio. Il y a aussi une présence de labels étrangers dans leur frigo, par exemple Better Leven, et plutôt des labels éthiques. Il y a aussi un intérêt important pour l'étiquette AEBEA qui est un petit peu moins que pour les motifs, parce que chez l'engagé, il y a un peu plus de, on va dire, un peu moins de confiance en qui fait ce label. Ensuite, le personnel, lui, il est plutôt satisfait de manière générale du niveau de bien-être animal des produits qu'il achète. Il achète plutôt des marques premium ou des marques un peu technologiques ou modernes. On retrouve plutôt du bio et du sans antibiotiques dans son frigo. Donc là, je ne sais pas si ça transparaît bien, mais le personnel, il va vraiment être très axé sur sa propre santé. Donc c'est pour ça aussi, sans antibiotiques, c'est important pour lui. Et là, on a un intérêt moindre pour l'étiquette de la EBEA, puisque ce qui va l'intéresser avant tout, c'est sa propre santé. Ensuite, le traditionnel, lui, c'est plutôt des marques historiques ou qui vont faire appel à des valeurs dites traditionnelles, avec mention régionale ou valorisant les éleveurs. On a plutôt du label rouge, des viandes de France et AOP, AOC, et un intérêt pour l'étiquette toujours plus que le personnel, mais plutôt dans le moins quand même. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit, mais juste pour vous dire qu'on s'appuie vraiment sur ce qu'il y a dans leur frigo et que du coup, c'est illustré. Voilà, on a pas mal d'exemples. Et maintenant, au niveau des stratégies de consommation du bien-être animal par persona, en fait, chaque persona va mettre en place différentes stratégies qui ne sont pas forcément liées au label ou à l'étiquette par rapport au bien-être animal. Donc les motifs, ça va être plutôt acheter des marques
qui vont associer au bien-être animal. Acheter des mentions sur les conditions d'élevage, par exemple plein air, la durée de vie des animaux, l'alimentation qu'ils ont eue. Si on prend ensuite l'engagé, lui, ça va être plutôt acheter l'étiquette AEBEA. Il va aussi essayer de réduire sa consommation, mais il va aussi essayer de consommer le plus possible tout l'animal pour ne pas gaspiller et respecter sa mort. C'est-à-dire que, par exemple, il n'aurait pas forcément acheté, mais quand il passe dans les rayons de supermarché et qu'il voit des viandes date courte, tout genre de choses, il se dit que ça risque d'être jeté. Donc, il préfère l'acheter pour la consommer plutôt que ce soit jeté. Il va aussi décider de ne plus consommer certains produits, par exemple les nuggets qu'il associe au mal-être animal. Et donc, on a des stratégies d'évitement qui se mettent en place. Ensuite, les personnels, eux, ils vont acheter plutôt des labels qu'ils associent au bien-être animal, notamment le bio. Ils vont cuisiner plus pour réduire leur consommation de plats préparés, qu'ils associent dans les plats préparés pas forcément au bien-être animal. Et ils vont ne plus consommer, donc des stratégies d'évitement également. Les traditionnels, ils vont essayer d'aller acheter directement aux producteurs pour avoir plus de liens avec les éleveurs. Et donc, ça va les rassurer, le côté social. Ils vont aussi cuisiner plus et ils vont faire de l'autoproduction. Donc, ils vont faire le maximum chez eux, s'ils ont un jardin, par exemple, avoir des poules, des canards, enfin voilà. Maintenant, si on étudie un petit peu plus par rapport à l'étiquette AEBEA, la plupart des individus qu'on a enquêtés ne connaissaient pas l'étiquette AEBEA, même si elle était présente dans leur frigo. Donc sur les 15 enquêtés, on a 2 personnes qui l'utilisent et qui l'achètent pour l'étiquette. On a 3 personnes qui la connaissent, mais qui ne l'utilisent pas, et 10 personnes qui ne la connaissent pas. Donc au-delà de la méconnaissance des consommateurs, les raisons de non-usage qui sont invoquées, ça va être le manque de confiance en l'institution qui promulgue l'étiquette. Et donc là, je précise, ce n'est pas le manque de confiance en l'AEBEA, mais le manque de confiance en se disant on ne sait pas qui promulgue cette étiquette. Est-ce que c'est les marques elles-mêmes? Est-ce que c'est les GMS? Enfin voilà, qui la promulgue? Et du coup, on n'a pas forcément confiance sur ça. Et qui en garantit la pertinence? Donc c'est un peu la même chose. Ensuite, on n'a pas de compréhension ou de connaissance sur les critères sur lesquels se fonde le cahier des charges. Et notamment pour le personnel, il va y avoir une grande inquiétude sur est-ce que ça prend en compte l'alimentation des animaux ou pas. Et de manière générale pour ceux qui sont très préoccupés par leur santé. Les étiquettes ne correspondent pas toujours aux attentes en termes d'informations disponibles ou de signalétique, et aussi en termes de préoccupation. Et elle ne permet pas de faire la comparaison entre les produits, car tous les produits ne sont pas étiquetés, et les consommateurs pensent que seul le A est étiqueté. Les usagers de l'étiquette AEBEA, donc les 2 personnes dans lesquelles on a trouvé, l'étiquette, ils l'ont acheté en fait pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une façon d'avoir une continuité dans les pratiques sans payer plus cher. Donc pour moi, quand je dois faire des économies en fin de mois, c'est quand même bien qu'il y ait un autre produit. Enfin, j'ai l'impression de pouvoir acheter autre chose de quand même bien, qui n'est pas forcément horrible. Ou alors, il achète pour la marque et le packaging. Donc c'est en fait un ensemble qui va donner confiance. À la fois, on aime les couleurs, il y a la photo de l'agriculteur, les mentions sur le bien-être animal, le label bleu blanc cœur. Et en fait, c'est beau et c'est facilement identifiable en rayon. Donc là, c'est un ensemble qui va diriger vers ce produit-là. Et aucune des 2 consommatrices qui l'a acheté pour l'étiquette ne savait qu'il existait aussi des produits qui étaient étiquetés B et C. Et en fait, elle ne prête pas attention à la lettre qu'il y a sur l'étiquette et elle pense que seule la présence de l'étiquette suffit à garantir les critères de bien-être animal. Donc là, on voit sur la photo qu'il n'y a pas de lettre sur l'étiquette. Donc, je vais conclure rapidement. En fait, ce qu'on peut retirer de cette présentation, c'est qu'aujourd'hui, le bien-être animal, ça semble plutôt être un critère de non-consommation s'il n'y a pas de bien-être animal. Mais peu d'informations ou de signes permettent vraiment aux consommateurs en fait, d'en faire un véritable critère d'achat. Pourtant, les consommateurs ils établissent quand même des stratégies de consommation de produits bien-être animal, ce qui laisse supposer qu'il y a une segmentation qui serait possible, mais à condition de définir une stratégie marketing et de communication qui soit plus adaptée, et notamment pour donner plus de visibilité par les consommateurs, rendre ça plus compréhensible, et aussi rassurer les consommateurs et donc essayer d'avoir plus de confiance. En ce sens, ça serait intéressant de travailler à susciter des imaginaires aussi positifs autour du bien-être animal,
pour le rendre plus pensable par les consommateurs et qu'ils arrivent à aussi se saisir un peu plus des informations qui sont disponibles sur ces choses-là et avoir des référents autres que des images de maltraitance ou des images L214, etc. Quelle suite on va donner à ce travail? Donc en fait, ce qu'on a déjà, l'étape qualitative, ce qu'elle nous a donné, ça nous a servi à explorer la diversité des pratiques de consommation et d'achat des produits plus respectueux du bien-être animal, les représentations du bien-être animal par les consommateurs et des profils de consommateurs. Donc on a des personas et des insights qui nous aidaient à caractériser un segment cible de marché. Mais maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être d'évaluer la taille du segment de marché, maintenant qu'on l'a caractérisé, quelle proportion dans la population, pour ensuite voir son évolution potentielle. On va aussi essayer de consolider, de vérifier et d'enrichir les personas, notamment avec des données socio-économiques, socio-démographiques, et ça via l'étude quantitative. Évaluer la part de la population française concernée par ces personas, et essayer de connecter ces personas avec des sociotypes utilisés par les GMS pour réfléchir à une stratégie marketing autour de la segmentation et de la communication bien-être animal. Et donc l'étude quantitative démarre, et donc on aura les résultats fin novembre, normalement, début décembre. Voilà. Merci beaucoup. Là encore, on a le temps pour une ou deux questions peut-être de compréhension avant d'avoir une pause bien méritée, et puis après on reprendra. Oui. Merci. Bonjour, Alexis Bioy de chez Caloport. Je me posais la question, quand vous faites vos personas et que vous allez essayer de chercher les proportions dans la population, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des nouveaux personas qui apparaissent vu que vous avez évité les écono-dépendants? Si, tout à fait. Et du coup, on laisse ouvert aussi parce que forcément, là, c'est 15 personnes. Donc, on a réussi à bien les caractériser. Mais du coup, on est passé aussi à côté de sûrement d'autres choses. Donc, on laisse ça ouvert. On va essayer à la fois d'intégrer ces personas dans la quantification, mais il y en aura forcément d'autres qui vont apparaître. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir voir ceux à côté de qui on est passé. Voilà. Une dernière question avant qu'on prenne la pause. Moi, j'en aurais peut-être une pour toi de curiosité. En fait, comment ils ont été sélectionnés, ces 15 personnes? C'est les GMS qui vous les ont fournis? Non, en fait, on est passé par un cabinet de recrutement où du coup, on leur donne tous les critères. Voilà, on veut des personnes, on leur donne une liste de critères, voilà, un cahier des charges. Et ensuite, c'est eux qui nous trouvent les 15 personnes qui répondent à tous ces critères. D'accord. Ce qui permet d'aller relativement vite pour les trouver et du coup d'être sûr qu'ils répondent vraiment à ce qu'on cherche.